Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apéro Podcast, le podcast où on parle photo avec à chaque fois un nouvel invité pour apprendre à le connaître, en savoir plus sur son parcours, sur ses inspirations. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nick. Salut Nick. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Alors déjà, je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est très étrange. Avec Nick, on a fait des petits réglages avant de commencer le podcast. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les deux, on a presque la même voix. Exactement. Et du coup, j'espère que ça va pas vous dérouter et vous n'avez pas l'impression que c'est une seule personne qui pose la question et qui se répond à lui-même. Ouais, on va essayer de bien distinguer les deux voix. Ouais. Exactement, parce que ouais, ça peut être déroutant. Ouais, je suis très content de te recevoir. On se connaît un petit peu. Exactement, ouais. On se connaît, on se suit depuis quelques temps. Je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était au Salon de la Photo. Exactement, ouais. C'était en 2023. Oui. Ouais, c'est ça. Et oui. on s'est revus au Salon de la Photo. En fait, à chaque fois qu'on s'est vu, c'était au Salon de la Photo. Ouais, c'est tout ça. le temps, ouais. C'est ça. Mais le contact est très bien passé très vite Et ouais. Et c'est vrai qu'en échangeant ensemble, parce que pour le coup, au Salon de la Photo, on reste vraiment la journée entière et même le soir oui. à boire un petit coup, à discuter. C'est vrai qu'on a un peu la même philosophie, la même façon de voir la photo, les réseaux sociaux, le partage et puis les voyages aussi. Donc on a beaucoup de choses comme ça en commun. T'es un peu mon exemple, ouais. Oula, quand même. Ça commence. Ça commence. Mais non, c'est vrai le que Jedi et le Padawan. Et c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'on partage beaucoup de points en commun et c'est là-dessus où je pense que le feeling est très bien passé tous les deux. On se retrouve beaucoup. Enfin, je retrouve beaucoup de choses que j'aime chez toi et c'est ça qui est cool. Ah bah écoute, merci beaucoup et c'est réciproque. Ça me fait plaisir. Alors, normalement, à l'Apéro Podcast, j'ai l'habitude d'aller chez les gens pour justement les découvrir, voir un petit peu leur environnement et surtout de voir leur région. Et puis c'est l'apéro. Donc normalement, l'invité amène une petite tradition, un plat, quelque chose à déguster. Bon là, on est chez moi. C'est la deuxième fois que j'invite un photographe à venir chez moi puisque voilà, on va le dire aux gens. Hein, ce week-end, on va shooter des trucs ensemble. Exactement. Ouais. On est transparent. Voilà, des petits projets sympas. Pour expliquer un petit peu d'où tu viens, il y a une spécialité de ta région que tu aurais pu me proposer ou pas du tout? Alors honnêtement, je suis en région parisienne et là comme ça, en y réfléchissant, j'ai pas trop de choses à te proposer. Les champignons de Paris. Oui, par exemple. Et encore, vu que je suis pas totalement de Paris, est-ce que ça compte ou pas? Je sais pas. Non, je pense que je t'aurais ramené un jambon beurre ou un McFlurry chocolat Kit Kat, quelque chose comme ça. Petit jambon beurre, ça me va aussi, voilà. Très bien. On va commencer évidemment, c'est la tradition. À chaque fois, je lis la description Instagram de la personne que j'ai en face de moi. Donc, ton pseudo Nick-MGE. Based in Paris, donc tout est en anglais. Oui. Photographeur, vidéographeur, Prince Preset Pack, et on a le lien de ton site internet. En effet. Et on a aussi, alors faudra que tu m'expliques, la fratrie des Aziz. Donc ça c'est le canal sur Instagram, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est plus un canal, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le canal de diffusion. Qu'est-ce que tu proposes dessus? Alors honnêtement, ça fait un petit moment que je l'utilise plus vraiment, mais j'aimerais bien m'y reconcentrer un peu dessus. Et au final, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, c'est montrer le reste de ma vie, un peu l'envers du décor, disons. Okay. Et en fait, le canal me permet de partager des choses qui sont peut-être un peu plus intimes quand je vais voir quelqu'un ou ce genre de choses, ou quand je fais par exemple du coworking avec des gens. Okay. J'ai plus tendance à partager des choses là-dessus. Et à une époque, je mettais peut-être des tutos aussi. Sympa. Ouais, j'ai commencé un petit peu, mais en fait, pareil, c'est beaucoup de temps Instagram et parfois par manque de temps, c'est pas forcément ma priorité. Mais je vais essayer de m'y refocus un petit peu sur 2025. Ok, on reparlera d'Instagram un petit peu plus tard. Oui, alors, pardon, je spoil. Faut pas spoiler, évidemment. Je vois aussi beaucoup de stories à la une et à chaque fois, je scrolle sur les stories à la une, je vois plein de pays que t'as visités. Donc ça, c'est pareil, on en parlera par la suite. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer ton parcours? Ok, oui, pas de souci. Alors au niveau de mon parcours, j'ai commencé simplement collège, lycée, parcours très classique. J'ai fait un bac ES, spécialité SES. J'ai absolument rien retenu de ce bac, mais honnêtement, je suis passé par là. Ensuite, suite au bac, je suis parti en études de psychologie parce que j'étais passionné par ça dans cette époque-là. Donc je suis allé jusqu'à la licence. Suite à ça, j'ai quitté la licence parce que j'en avais marre d'être sur les bancs scolaires. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin en plus, d'évasion. C'est la fac en plus, donc c'est souvent des cours en amphi. T'as beaucoup de monde. C'est exactement ça, ouais. Et c'est vrai que vraiment le problème de la psy, même si c'est un domaine qui me passionne encore aujourd'hui, c'est j'ai eu un peu du mal avec le process en fait de la psy, où dans le sens où on est censé être dans une fibre qui est très réfléchie, très cérébrale.
Et le truc, c'est que par exemple, les évaluations, c'était des QCM. Donc, dans le sens, j'avais le Ah oui. sentiment de pas pouvoir m'exprimer, en fait. Donc, ça a très vite pesé. Donc, je l'ai fait, mes 3 ans, c'est vraiment très, très dur. Et suite à ça, j'ai décidé de tout plaquer. C'est un peu étrange en fait. C'est quand même dans la psy et les évaluations, c'est que du QCM, donc t'as pas vraiment de choix. Enfin, t'as des choix, mais ils sont définis. Alors C'est que exactement ça. On va te toi, demander toi, des ce que dates. t'espérais, enfin, ce que tu souhaitais plus, c'était justement presque une rédaction, c'est-à-dire C'est exactement ça. vraiment pouvoir m'exprimer, en fait. d'écrire simplement. des choses que. Bah, je considère que pour être un bon psychologue, il faut, bon, déjà du vécu, c'est une chose, mais Oui. il faut surtout écouter les autres, avoir toi-même peut-être une vision de la chose, essayer de, voilà, pour aider les gens, simplement, c'est pas avec, en connaissant des dates par cœur, qui souvent, en plus, les dates qui sont mentionnées dans les études en psy, c'est des dates qui datent, Oui, entre guillemets. Donc, c'est là-dessus, bref, ça m'a un peu déconnecté du truc, et ouais, j'ai eu le sentiment que c'était pas fait pour moi, en fait. Ok. Et que, en fait, j'avais besoin d'un autre domaine dans lequel où je pouvais m'exprimer pleinement, en fait. D'accord. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à travailler parce que bah, j'avais besoin d'argent, simplement. Donc, je suis parti à Decathlon en tant que vendeur. Okay. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Quel rayon? Rayon fitness natation. Ok. Et j'étais sur le showroom où on vend les grosses machines, etc. Et c'était très cool, ça, pour le coup. Parce que Decathlon, alors sans faire la pub, mais c'était une excellente entreprise dans le sens où on te donne beaucoup de responsabilités. En fait, t'es un peu aussi bien vendeur en rayon que chef de rayon. Ouais. C'est toi qui décides comment tu places tes articles, etc. Elle a cette réputation, hein, cette société, hein, pour être assez humaine et donner du temps, parce que c'est beaucoup de jeunes qui travaillent quand même chez Decathlon. Ils prennent toujours des profils qui sont dynamiques et tout. Et ils leur laissent aussi du temps pour faire des activités ou des compétitions s'ils travaillent dans un sport, enfin dans le rayon du sport. C'est exactement ça. Normalement, ils prennent des personnes qui connaissent leur sport sur le bout des doigts pour effectivement que tu puisses mieux conseiller possible le client qui arrive derrière. C'est ça. Bon là, on fait une grosse pub Decathlon. Ouais. Et donc du coup, pour revenir au sujet, donc du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans, donc c'était vraiment très très cool. Mais pareil, j'avais toujours ce petit besoin d'évasion. Ouais. Et en fait, ça arrivait, donc j'avais mis bien sûr de l'argent de côté au fur et à mesure. Et en fait, avec ma copine de l'époque, on a décidé de partir en Amérique latine pendant 6 mois. Okay. Au cours de ce voyage-là, on a fait 6 pays différents. Et en fait, c'est là où ça a été le gros coup de cœur sur beaucoup de points. Donc aussi bien sur la création de contenu, que aussi bien sur le plaisir simplement de voyager avec un sac à dos et de découvrir des gens, découvrir des endroits, etc. Et en fait, cette dynamique ne m'a jamais quitté depuis. Et en rentrant de ce voyage-là, donc j'avais toujours cette question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ouais, et donc en fait, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, en revenant. Et donc il me restait encore un petit peu d'argent, mais j'avais donc toujours cette envie en fait parce que bien sûr j'ai découvert la photo sur ce voyage-là, et j'avais toujours en fait cette envie de découvrir un autre endroit, et notamment découvrir la France, parce que c'est en voyageant à l'étranger que dès que je disais que j'étais français, les gens me répondaient ton pays est incroyable. Oui. Et ça, c'est un truc. Et c'est le cas en plus. Et c'est le cas, c'est ça, c'est un des plus beaux pays du monde. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et c'est là-dessus que je dis, ok, tout le monde me dit ça, c'est que il doit y avoir quelque chose en France. T'avais jamais vraiment voyagé, même dans ton enfance, adolescence, en France? J'avais beaucoup voyagé avec mes parents, avec quelques amis aussi, où je commençais mes premières randonnées. Mais c'était, comment dire, c'est des petits voyages où quand j'étais avec mes parents, j'étais très jeune aussi. Donc on parle plus de petits séjours, quoi. C'est exactement ça, ouais. Tu fais séjour, dans des petits clubs ou ce genre de choses où tu vois pas forcément, tu prends des vraies vacances. Chose que je n'ai plus fait depuis très longtemps, tu vois. Mais effectivement, c'était vraiment des vacances, mais tu vois quelques points sympas, mais t'es pas, sur une pure expédition, ce genre de choses. Ouais. Et donc du coup, suite à ce voyage-là, donc j'ai décidé de partir sur un tour de France avec encore une fois ma copine de l'époque. Et c'est là où en fait ça a continué sur la dynamique de je crée du contenu, je le partage, je vois des choses, je m'amuse de fou, et en fait au fur et à mesure ça a développé quelque chose qui est chez moi qui était que maintenant je veux travailler pour moi, je veux faire ce qui me plaît et je veux pas retourner dans un circuit on va dire classique de CDI. Donc t'as fait ce tour de France, ça c'était en quelle année à peu près? Ça c'était mon premier gros voyage en Amérique latine était en fin 2018. Je suis rentré en mi-2019 et ce Tour de France c'était en fin 2019. Et en fait, suite à ce voyage du coup de Tour de France, en fait j'ai toujours eu cette dynamique de travailler un peu, repartir, travailler un peu, repartir. Donc je faisais du taf alimentaire, disons, histoire de repayer mon futur billet d'avion ou mon billet de train, quoi. C'était ce qu'on appelle un travail intéressé. C'est exactement je travaille pour avoir un peu d'argent pour voyager. Et au retour, je retravaille ailleurs. C'était exactement ça. On remplissait les caisses et puis on allait tout dépenser ailleurs.
Et donc suite à ça, parce qu'au final le paysage, donc c'est bien sûr mon domaine de prédilection, Oui. c'est voilà ce que j'ai préféré faire forcément. Mhm. Mais en fait, en me décidant de me lancer dans la photo, je savais que c'était un domaine qui est assez compliqué pour en vivre totalement. Donc c'est là-dessus où en fait au fur et à mesure des années, donc aussi bien sur mes voyages que après sur simplement le fait de construire en fait mon portfolio. Donc ça passe par mettre focus sur des domaines que j'avais pas du tout l'habitude de faire, comme du culinaire, du portrait ou ce genre de choses. Ouais. Et en fait au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais très heureux tant que j'avais un appareil photo dans les mains et que j'étais en train de créer des choses quoi. Ouais, peu importe le thème même de la photo ou du projet, tant que t'as ton appareil pour justement créer, voilà, tu prends du plaisir quoi. C'est exactement ça. Après, il y a forcément des domaines qui me plaisent plus que d'autres, mais forcément. d'une manière générale, moi, je suis très heureux de combattre la routine, disons. Mhm. Et en fait, d'avoir des missions qui me tombent dessus en mode, ok, va falloir faire ça, je sais pas faire, mais on va apprendre à le faire, et puis on sait pas à quoi s'attendre, mais on va essayer de gérer, quoi. Et disons que au fur et à mesure, ça a commencé à se concrétiser un petit peu plus. Je commençais à avoir de plus en plus de demandes. Et du coup, c'est en 2021 où j'ai décidé de vraiment me professionnaliser en du coup lançant ma boîte. Okay. Et enfin ma boîte, mon auto-entreprise, voilà, mon auto-entreprise plutôt. Et en fait, depuis, ça a pris un peu de temps à se mettre en place, mais c'est toujours un petit peu long, je pense, même oui. le temps de se faire aussi son petit catalogue de clients. C'est exactement ça. Je pense que c'est le plus dur du coup dans ce métier, c'est vraiment son réseau. Mais une fois que le réseau est là, après c'est un petit peu un peu plus simple. Mais c'est vrai que le début, c'est on galère un petit peu. Mais après, encore une fois, moi, tant que j'avais mon appareil et que je pouvais voyager à droite à gauche et tout en faisant des photos pour des gens, moi, j'étais très heureux, quoi. Ouais, et puis en fait, ce que tu fais là maintenant se rapproche un petit peu de ce que tu faisais quand tu travaillais, tu mettais de l'argent pour voyager. Là, en fait, tu travailles sur voilà des choses de la photo culinaire, voilà peut-être des shootings portraits avec des personnes pour aussi rentrer de l'argent, oui. Évidemment. Pour aussi, derrière, te permettre de faire des super voyages dont on va parler. C'est exactement ça, ouais. C'est un espèce de cercle vertueux, finalement, où je suis content de faire de l'argent parce que généralement, je le fais avec un appareil photo à la main. C'est ça. Et après, je suis très content parce qu'en voyage, j'ai toujours mon appareil photo à la main. Et souvent aussi, ces voyages-là me permettent d'enrichir, mon portfolio derrière et de potentiels clients, quoi. Et tu retrouves avec ces voyages, la photo de paysage que tu aimes. Oui, tout, quoi. Exactement, ouais. C'est ça, c'est un retour aux sources, finalement. Et donc, c'est encore une fois, c'est un cercle vertueux et moi j'adore. Et maintenant que je fais ça, je me vois plus faire autre chose, quoi. Ouais, tu vois, clairement, tu te vois plus retourner dans une entreprise à travailler entre quatre murs. Non, impossible. Vraiment, la liberté pour moi, elle n'a pas de prix. Et puis, quand on a goûté, je pense, au travail en extérieur avec un métier passion en plus, à créer des choses, surtout dans un domaine artistique, c'est sûr que c'est difficile après de changer et de revenir dans un travail un peu banal, quoi. Complètement. Rien que le fait de me dire que malheureusement certaines personnes ne bénéficient que de 5 semaines de vacances par an. Oui. C'est quelque chose qui et surtout que généralement ces 5 semaines, on peut pas forcément les choisir en termes de dates. Souvent c'est les mêmes dates que tout le monde. Oui. Donc c'est des prix qui sont plus chers, c'est plus et puis après quand il y a des enfants, t'y es pas encore, mais pas encore. Je parle en connaissance de cause. Quand on a des enfants et qu'on pose des congés, forcément on va les poser pendant les vacances scolaires. Donc si on veut voyager, comme tu disais, les prix sont pas les mêmes. Exactement. Les périodes. C'est plus compliqué. Ouais. Donc ça fait combien de temps là que tu es photographe professionnel officiellement? Alors officiellement, ça va faire bientôt 4 ans. Ouais. Et sinon, je fais de la photo depuis 2018 du coup. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, c'est quoi ton plus vieux souvenir à la photo, ton plus vieux rapport à la photo? Comment c'est venu? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui émerge dans ta tête d'un souvenir d'enfance en rapport à la photo, ou c'est venu un peu plus tard? Alors, j'ai eu des souvenirs d'enfance avec la photo où ma famille, ils avaient les compacts à l'époque qu'on utilisait, quoi. Ouais. Et avec mon frère notamment, on aimait bien, on faisait que des conneries avec. Souvent, on s'amusait à prendre les photos à leur insu dans la rue, des choses qui étaient vraiment pas très cool, qu'il faut absolument pas faire, je le conseille à personne. Mais disons que c'était peut-être mon premier rapport à la photo. Après, en fait, j'ai toujours été d'une certaine façon sensible à l'art, que ce soit à la musique, que ce soit les films ou ce genre de choses, le dessin aussi notamment. Et en fait, j'ai toujours cherché en fait ce moyen d'expression. Et donc en fait, c'est à partir du moment où j'ai eu mon premier appareil photo dans les mains. Et donc c'était parce qu'au final, on m'avait prêté un appareil photo pour un voyage en Islande, et ce sera peut-être la première fois où j'ai vraiment testé la photo. Alors, c'était vraiment des photos entre guillemets touristes, disons.
Et mais pareil, ces photos-là, je les ai pas du tout exploitées, mais c'était mon premier vrai rapport de ah ok, faire des photos, c'est quand même marrant finalement. Ouais, c'est cool. Mais bon, voilà. Mais après, sinon, c'est vraiment mon voyage en Amérique latine qui a tout changé. Ouais, où là, t'avais ton appareil, t'as créé des choses. C'est ça a été le déclic. En fin de voyage, j'étais allongé sur les plages en train de chercher les reflets possibles. Enfin voilà, ça a pris une autre dimension sur ce voyage-là. Et il y a une expression que j'aime beaucoup qui est que le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Et en fait, pour moi, ça s'est avéré totalement vrai. J'étais un petit con qui savait pas trop quoi faire de sa vie. Je faisais du skateboard et jouais aux jeux vidéo avec les copains. Et au final, j'ai voyagé. Aussi, hein. C'est très bien aussi. Ça fait des super souvenirs. Et disons qu'en fait, ce voyage-là m'a appris tellement de choses sur moi-même, sur la vie d'une manière générale, sur les gens, le rapport aux gens, ce genre de choses. Et c'est voilà, donc je peux que conseiller qui que ce soit de voyager en tout cas, si du moins ils savent pas où aller dans la vie, où ils ont des doutes, tout ce genre de choses. Il y a beaucoup de réponses généralement sur ce genre de voyage. Ouais, et puis je pense que le voyage c'est s'ouvrir aussi aux autres, c'est découvrir des nouvelles cultures, je pense que ça fait grandir, ça fait grandir les gens, quoi. C'est ça. Souvent on revient de voyage, on n'est plus la même personne, et puis, ce qui peut souvent amener de la déconnexion aussi avec ses proches qu'on peut savoir, genre avec son cercle d'amis, parce que nous on revient, on a vécu des expériences de fou, alors que ces personnes-là sont restées un peu en stand-by entre guillemets, et c'est vrai que c'est assez perturbant parfois, mais il faut ça pour avancer. Complètement. Pour continuer sur la photo justement, comment tu qualifierais ton travail? Est-ce que tu as déjà réfléchi à pourquoi tu fais de la photo paysage? Pourquoi c'est vraiment ça que tu aimes faire? Alors j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Pourquoi j'aime faire de la photo? Je dirais que c'est avant tout, encore une fois, pour un principe d'expression. C'est le seul aujourd'hui qui me permet de m'exprimer pleinement. Parce que alors sur mon profil Instagram, si tu regardes un petit peu, au-delà de publier des photos, je m'efforce toujours à faire des descriptions qui vont avec, qui vont expliquer un peu soit mon ressenti sur place, soit expliquer un peu plus le spot en lui-même. Enfin bref, ce que j'ai ressenti d'une manière générale. J'essaye d'associer une musique ou ce genre de choses. Et en fait, c'est un moyen d'expression pur qu'avant je n'avais pas du tout. Donc j'allais l'exprimer autrement, mais j'avais toujours cette source de frustration de me dire que je peux faire plus. Alors que là, finalement, la photo, ça me convient finalement comme manière d'expression simple et efficace. Ouais, complètement. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, ta sensibilité à l'art, justement. Et on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer le podcast. Le fait de mettre aussi de la musique sur les photos, ça rajoute au moyen d'expression, ça rajoute quelque chose regarder une photo, c'est bien, mais dès qu'on met une musique par-dessus, tout de suite, c'est la petite ponctuation qui ça crée une ambiance. Ça crée une ambiance que tu souhaites transmettre et aussi qui toi peut te rappeler quelque chose que tu as vécu au moment où tu as pris la photo. Exactement, ouais. C'est ça que j'aime beaucoup, ouais. Est-ce que tu trouves que ton style a évolué? Alors, j'ai un truc très simple à te demander, c'est est-ce que tu te rappelles sur ton compte Instagram là actuellement, c'est quoi ta première photo, ton premier post? Est-ce que tu comptes, on a le droit de compter les posts archivés? Non. Ok, pas de posts archivés. Les gens voient pas les archivés, donc. Alors de mémoire, je suis vraiment pas sûr, mais je sais qu'il y a une photo que j'aimais beaucoup, que j'ai dû garder, qui est une photo à la Réunion, si je dis pas de bêtises, et qui est une photo à Mafate, dans un des plus beaux cirques de la Réunion à mon sens, et un des plus beaux endroits que j'ai pu voir dans ma vie d'ailleurs. Et je crois que c'était ma copine de l'époque qui tient un bâton un peu à la Gandalf, si je dis pas de bêtises. C'est exactement celle-là. Face à un espèce de volcan. Alors je sais pas si c'est un volcan, mais ça empêche que moi ça a reflété cet aspect-là du moins. Et ouais, j'adore cette photo. Aussi bien pour tout ce qu'elle représente, parce que ça a été vraiment dans la lignée de ce retour de voyage d'Amérique latine, où après j'ai fait mon tour de France, après je suis parti à la Réunion. Donc vraiment c'était là où tout commençait à se bâtir finalement. Et cette photo aussi, je l'ai gardée parce que c'était une de mes premières photos qui a un peu marché sur Instagram. Ok. Oui, tu parlais des archivés, ça veut dire que voilà, t'avais déjà posté des choses avant. Oui, bien sûr. Que tu as archivé, que tu estimais un peu trop anciennes ou pas dans le style que tu fais actuellement. Ouais, j'avais mis des photos avec des ciels rouges. Enfin, j'ai testé des choses. Ouais, valait mieux les archiver. Ouais, exactement. D'accord. Et surtout aussi, je mettais un peu du lifestyle à une certaine époque où voilà, si j'allais au restaurant, je mettais une photo de mon plat de crevettes par exemple. Et sauf que on est plusieurs à avoir fait ça en fait. Hein. Mais je crois moi, j'en parle dans mon podcast aussi. Je pense qu'au début Instagram, dans le sens où vu que c'est un réseau social initialement, tu partages ta vie entre guillemets. Ouais, oui, c'était le but à la base. Oui, voilà. Et sauf qu'au fur et à mesure, ça prend une autre dimension quand on est dans ce milieu-là, et c'est vrai que voilà, on n'a plus trop envie de montrer ce genre de choses au fur et à mesure. Ouais. Donc on parlait de l'évolution de ton style. C'est vrai que même là, quand on voit les plus anciennes photos qu'il y a sur ton Instagram,
on retrouve ce que tu fais encore aujourd'hui, hein, des photos de paysages, des fois avec des personnes qui posent devant les paysages. Mais on peut constater quand même, surtout en termes de cadrage, en termes d'édit, il y a quand même eu une sacrée évolution. Moi, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est je trouve on a l'impression qu'il y a une confiance, une meilleure confiance dans ce que tu proposes là maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tes photos, elles sont vraiment travaillées, elles sont bien cadrées, il y a de la couleur, il y a une maîtrise de la couleur aussi. On en parlera après pour Instagram sur l'harmonisation du feed. Et même dans les contrastes, c'est beaucoup plus travaillé maintenant. Bah, c'est vrai que mon style a beaucoup évolué. Je me suis toujours beaucoup cherché. Et même encore aujourd'hui. Là, même les 9 derniers posts que j'ai pu poster, j'en suis pas totalement convaincu. Et je sais que je serai lassé d'ici 2-3 mois où je vais finir à archiver ça. En vrai, tu rigoles, mais c'est pas impossible en plus. Et c'est vrai que je me suis quand même beaucoup cherché. Donc forcément, j'ai eu des sources d'inspiration. Donc j'ai eu une espèce de, pas copié, mais du moins inspiré. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est vrai que forcément je prenais un peu plus confiance en moi aussi. Après, j'ai toujours eu ce côté aimer confronter l'homme à la nature. C'est un peu ça que j'aime bien retranscrire dans mes photos. Donc c'est souvent via une petite silhouette humaine face à des grands paysages. Ouais, ça permet aussi de donner une dimension. Exactement. Au paysage, parce que là, j'allais dire les derniers posts, mais ça fait un petit moment que tu fais ça. Tu voyages quand même et puis tu vois des volcans, des cascades, des choses assez incroyables, impressionnantes et grandioses. Oui. Et du coup, le fait d'avoir juste une petite personne qui pose, ça permet aussi de mettre l'échelle et de se rendre compte, cette cascade, elle est pas toute petite, elle fait 100 mètres de haut, quoi. C'est exactement ça, ouais. En termes de technique pure, effectivement, on n'est plus sur une question d'échelle, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment plus sur le côté un peu plus philosophique, peut-être, de l'homme, le rapport de l'homme à la nature, finalement. Ah, c'est intéressant, ça. En fait, que si la nature se réveille, l'homme, c'est une fourmi, quoi. Et il pourra rien faire du tout. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est à une époque, j'enlevais presque tout. En fait, tout ce qui était lié à l'humain, si c'était une route, si c'était une petite cabane, ce genre de choses. Ouais, t'effaçais sur Photoshop. Ouais, je gardais ce que je considérais comme intéressant, mais c'est vrai que je laissais vraiment toujours la nature, finalement, s'exprimer en tant que telle, et en laissant une petite trace de l'humain, la plus légère et la plus petite possible. Mais ça, je l'ai toujours un petit peu gardé. Après, c'est vrai qu'au niveau du traitement et de l'édit, mon style, il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je fais peut-être quelque chose qui me plaît un petit peu plus. Et j'ose effectivement aussi. Mais encore une fois, je suis jamais convaincu, quoi. Donc là, tu me dis ça, mais je sais que dans quelques semaines, je serai d'accord. Mais aujourd'hui, le problème est toujours le même. C'était bien il y a 2 semaines, mais là aujourd'hui, non, j'ai plus du tout, quoi. En tout cas, de toute façon, je pense que tous les photographes évoluent dans le temps. C'est vraiment le truc qu'on a tous en commun. C'est de toute façon, on apprend toujours en photo. Exactement. On continue d'évoluer. Et puis, si on n'évolue pas, on s'ennuie aussi. Oui, on reste dans sa routine et on s'ennuie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien d'essayer des nouvelles choses, quoi. Ouais, mais tu restes quand même dans ton style, quoi. Oui, non, complètement. J'essaye toujours. Et puis, je pense que c'est quand même une quête sans fin, en fait, de recherche. On cherche toujours quelque chose et au final, on l'atteint. Mais une fois qu'on l'atteint, on cherche encore plus loin et en fait, ça s'arrête jamais, quoi. On va parler voyage, justement, parce que ça, c'est important dans ta vie, les voyages. T'arrives à partir assez souvent, quand même. Oui. Tu fais plusieurs voyages par an. Est-ce que, ça c'est la question que j'aime poser aux personnes qui voyagent, justement, et qui font de la photo, c'est une question assez intéressante. Est-ce que tu voyages pour faire de la photo, ou est-ce que tu prends des photos pendant tes voyages? Je sais pas si tu vois la différence. La nuance, elle est là, quand même. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout, effectivement. Pour répondre à ta question, je pense qu'à une certaine époque, je voyageais pour faire de la photo. Ouais. Mais mon rapport a changé avec le temps. Et aujourd'hui, la photo est devenue secondaire sur les voyages. Aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment plus une recherche d'expérience, une recherche d'instant. Exactement, ouais, un petit peu juste de connexion avec le lieu, etc. Alors qu'à une époque, j'étais vraiment dans le OK, je vais à cet endroit-là, il faut que les conditions soient optimales, il faut absolument que j'ai ma photo, sinon je serais frustré. Aujourd'hui, j'ai toujours de la frustration si j'ai pas ce que je veux, mais j'y vais surtout dans un premier but d'exploration pure. Et c'est pour ça que d'un côté, je me tourne aussi de plus en plus vers des destinations qui sont un peu moins visitées, qu'on voit un petit peu moins, histoire de moi-même me connecter sur des endroits où je ressens un peu ce côté peut-être solitude, ce côté d'exploration que sur des destinations qui sont déjà bien visitées, on peut pas forcément avoir, dans le sens que des fois tu arrives sur un spot et il y a déjà 20 drones dans le ciel, etc. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux aussi, c'est que ça a démocratisé justement, le voyage. Tout le monde a toujours voyagé depuis des années, des dizaines d'années. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a permis de montrer des endroits et des pays et des spots dans le monde qui sont accessibles.
que les gens n'allaient pas forcément voir à une époque, parce que pas de réseaux sociaux, pas d'internet, en tout cas avant. Et là, maintenant qu'il y a ça, c'est vraiment de montrer, ah ouais, en fait, je peux voir une magnifique cascade dans une forêt tropicale et elle est juste hyper accessible. Il y a juste 10 minutes de marche. Exactement, ouais. Et avant, les gens ne connaissaient pas et c'était pas trop visible, donc il y avait peu de gens. Mais maintenant, c'est vrai qu'on se retrouve très vite sur des endroits où, comme tu le disais, il y a 20 drones qui volent, il y a 40 personnes avec les trépieds installés et ça c'est l'enfer. Et c'est compliqué, quoi. Ouais. Et c'est là que la magie de Photoshop arrive et alors là, qu'on efface les gens. Et là, là c'est le top. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé sur notamment, c'était au lago d'Ibraï, je sais plus que c'est Ibraï ou Bray, je sais plus, dans les Dolomites, qui est un lac magnifique. Et c'était un matin, justement, c'était la deuxième fois que j'allais dans les Dolomites, donc je connaissais le spot, donc disons que j'avais déjà fait mes photos, et puis endroit hyper touristique. Hein. Hyper touristique. Et bah dis-toi, il était 7h30 du matin, j'étais installé, genre il y a une espèce de petite plage en fait, où tu peux t'asseoir, j'étais assis ici, et il y a un mec en trépied qui m'a sifflé pour me demander de dégager de sa compo. Donc je l'ai regardé, bien sûr que je suis resté là où j'étais, parce que je sais, moi en tant que photographe, qu'en un clic, il m'enlève sur Photoshop. Oui. Et en fait, à aucun moment, il est prioritaire à moi, tu vois. Genre, c'est moi, je vis mon lieu, bah je fais ce que je veux, en fait, le spot, il appartient à tout le monde. Et bref, et ça pour dire que c'est ce genre de... Malheureusement, je trouve que les réseaux sociaux ont tué certains spots. Ouais. Et c'est pour ça que malgré le fait que je partage beaucoup d'endroits, je me suis fait la promesse, il y a quelques temps maintenant, de arrêter de partager mes spots. Parce que justement, genre, j'ai pas, à une époque, j'ai pu le faire, justement, de dire, ah tiens, telle personne, elle est à tel endroit, ça a l'air magnifique, je vais aller me renseigner, je vais y aller aussi. Et bah là, aujourd'hui, je préfère, quand je vois une photo, bah simplement me dire ok, bah je vais la chercher par moi-même, je vais essayer de trouver des nouveaux spots, et si je l'ai trouvé ce spot là, et bah je considère que quelqu'un d'autre peut le trouver aussi par ses propres moyens. Mais disons que j'essaye d'éviter alors j'ai pas non plus une communauté incroyable avec des millions et des millions d'abonnés, mais dans le sens où voilà, à ma petite échelle, si je puis dire, je préfère au moins éviter ça et essayer de respecter un maximum le spot en lui-même. Ouais, et de pas géolocaliser avec carrément les coordonnées c'est exactement ça, pour dire ce spot se trouve à tel endroit. Exactement. Et du coup, et en fait, encore plus de monde là-bas, quoi. C'est exactement ça. Et là, il y a une plage notamment en Indonésie, Kili King Beach. Je sais pas si ça te parle, une qui s'appelle la plage T-Rex. Je sais pas si tu vois un petit peu. Non, je vois pas. Et bah ouais, c'est une plage qui est extrêmement connue sur l'île de Nusa Penida en Indonésie. Bah là, en fait, il y a tellement de monde aujourd'hui qui sont en train de voir pour faire un ascenseur qui descend sur la plage. Ah oui, je vois. Oui. Et en fait, tu vois, et ça, c'est avec des escaliers vraiment qui descendent à là, en pic. fait, il y a des escaliers, c'est extrêmement dur. Enfin, c'est pas extrêmement dur, mais c'est quand même compliqué de descendre. Donc, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Mais là, ils veulent faire un ascenseur, donc c'est déjà que c'est blindé de monde. Alors en plus, ce matin, c'était à l'ascenseur, et c'est ça qui... C'est drôle parce que ce que tu dis, c'est vraiment ce que moi je sors en blague. C'est-à-dire des fois quand je fais des randos et que je suis fatigué, donc forcément ça te saoule à un moment. Et tu te dis, oh là là, moi je te mettrais un téléphérique ou je te mettrais un parking juste là au sommet. Et en fait, non, eux ils le font vraiment, quoi. Oui, c'est dramatique. C'est ça qui est triste, hein, ouais. Je sais qu'il y a le Machu Picchu aussi, ils veulent faire une piste d'atterrissage, alors que normalement là t'es censé faire soit 10 km de marche, soit prendre un train qui en plus qui est magnifique, le train, enfin bref. Après, heureusement, il y a quand même des pays qui limitent un peu ça. Oui. Il y en a qui profitent avec cette affluence de tourisme. Bien sûr. Mais il y a quand même des pays que je sais comme l'Islande par exemple, des fois ils ferment des routes pour protéger les macareux entre mai et juin pour la reproduction. En tout cas, voilà, il y a quand même un minimum de respect pour la nature, mais c'est très contradictoire parce que c'est eux aussi qui qui font des parkings pour aller voir un cratère et qui font payer l'équivalent de 5 euros. Alors que là où, quand j'y étais allé en 2005, c'était gratuit et tu te garais sur le bord de la route. Mais bon. Bref, en tout cas, il y a des pays qui font attention, il y a des pays qui font moins, mais oui. Mais tant qu'on peut le faire, voilà, à notre échelle, je considère que c'est important quand même. Complètement. Et comment toi t'arrives à organiser tes voyages? Une fois que t'as choisi une destination, comment tu l'organises? Alors honnêtement, ça à l'arrache totale. En vrai de vrai, généralement mon premier réflexe c'est d'aller simplement sur Google et je vais taper le nom du pays. Ouais, c'est ça, le nom du pays avec je vais dans Google Images, je vois ce qui se passe, il y a des noms qui ressortent et puis voilà, c'est un peu ça. Hein. Je vais étudier un peu les blogs très rapidement. Après, je vais aller forcément sur Instagram aussi en tapant pareil la destination. T'as souvent des spots qui reviennent et tout à droite à gauche. Après, sinon, en termes de pour chercher des spots aussi, j'utilise beaucoup Google Satellite notamment et Google Earth. On soupçonne pas vraiment, mais du coup ça te permet notamment pour les plans drone en fait de visualiser en amont, etc. Donc ça, j'ai tendance à me dire tiens, cette plage, elle apparaît nulle part et pourtant au vu du ciel elle a l'air cool, donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et après sinon donc on va dire qu'après je fais un listing en fait quand même des spots que j'ai envie de voir. Ensuite j'utilise l'application Google Maps, je sais pas si tu connais. Oui. Et Google Maps qui est super, qui est gratuit en plus, et en fait tu peux piner les spots que tu as envie de voir. Et oui, enfin je te dis ça comme si, mais j'explique aux auditeurs. Google Maps. Et en fait je pine tous mes spots et en fait souvent t'as
un circuit en fait qui se crée. Ouais. Et après, bien sûr, j'étudie en mode ok, de tel endroit à tel endroit. Ouais, le temps de trajet, tout ça. Ouais, voilà. Mais après, je suis pas du genre à planifier ma semaine parfaite en mode ok, tel jour je serai là, parce que bien sûr, en tant que photographe, ça dépend beaucoup des conditions à chaque fois, que ce soit météo simplement. Donc du coup, je fais beaucoup d'improvisation, hein, clairement. Ok. Mais par exemple, un pays là dernièrement, t'as fait le Kyrgyzstan. Ouais. Tu parlais justement de pays qui sont un peu moins touristiques. Kyrgyzstan en fait partie. Oui. Ça reste un pays connu quand même, mais ouais. il y a beaucoup moins de tourisme qu'en Norvège, par exemple, hein, Complètement. clairement. On est quand même un pays un peu différent. C'est pas l'Europe. Est-ce que tu dois quand même préparer un petit peu plus, non, ce genre de voyage dans un ces petit pays. peu, ouais. En fait, notamment le Kyrgyzstan, parce qu'en fait, ça dépend. Tu sais, j'ai dit Kyrgyzstan. En fait, ouais, toi, tu le dis à l'anglaise. En gros, soit tu dis Kyrgyzstan pour l'anglais, soit tu dis Kyrgyzstan en français. D'accord. Donc, moi, je vais rester sur Kyrgyzstan, mais tu peux dire, voilà, dans les deux cas, c'est on va dire en bon. français. Oui, le Kyrgyzstan, il y a des choses à savoir, comme par exemple le fait que quand il y a beaucoup de spots qui sont proches des frontières, et en fait, t'as besoin de certains permis pour pouvoir placer, parce que t'as des postes en fait militaires. Oui. Des postes de garde. Et ça, en fait, il faut le savoir. Et donc, merci Internet pour ce genre de choses, parce qu'au final, si tu le sais pas, moi, j'y serais allé avec le 4x4. Mince, ok, Et tu te retrouves bloqué vraiment. C'est exactement ça. Et puis le problème du Kyrgyzstan, c'est que t'as pas de belles routes bitumées où tu vas à 120. Ouais, donc si tu te tapes des 120 km de piste de 4x4 où tu prends 6 heures pour aller là-bas. Oui, et en fait, pour au final te retrouver bloqué et puis tu fais 6 heures et en fait tu perds à 2 jours quoi quasiment. Ouais, et bref, et c'est là-dessus où donc oui, effectivement, il faut quand même il y a des voyages qui nécessitent d'être un peu plus préparés que d'autres. Mais après c'est vrai que là pour la plupart des destinations que j'ai pu faire, elles étaient déjà bien explorées entre guillemets. Ouais. Donc c'est vrai que les informations tu les trouves plutôt rapidement. Et puis après, c'est au petit bonheur la chance, on demande aux gens sur place et puis on t'aide. Ouais, c'est ça qui est beau aussi. Alors qu'inversement, si tout est préparé, que tout est réservé, au final tu suis ton truc et tu rencontres pas des personnes qui peuvent te détourner finalement un petit peu de ton chemin. On a exactement la même philosophie, hein. On parlait au tout début comme quoi on se retrouvait pas mal dans la philosophie, les voyages et tout ça, la façon de penser les choses. C'est vrai que moi, je suis vraiment partisan de ce truc alors c'est très bien de préparer quand tu fais un road trip. Voilà, moi quand j'avais fait les États-Unis, d'est en ouest, forcément tu définis des points de chute, oui, quand même. Mais il faut laisser place aussi à l'imprévu parce que c'est là que tu demandes ton chemin et du coup que tu discutes avec une personne. Ça peut créer un lien. La personne peut te dire, mais viens ce soir, il y a un événement dans tel village, c'est juste à côté. T'y vas, tu vis un moment magique. Et des choses que t'aurais jamais vécues si t'avais vraiment absolument tout planifié. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment le mieux dans un voyage. Je trouve que c'est le cœur du voyage au final. Ouais. Parce que souvent, enfin, au-delà des endroits que tu peux voir ou des choses que tu peux faire, c'est les gens, moi je trouve, qui rendent l'expérience vraiment dingue. Et c'est pour ça que notamment je vais vers des destinations qui sont peut-être un petit peu moins explorées, comme le Kyrgyzstan pour revenir sur celui-là, où en fait les gens sont pas forcément habitués à voir des touristes. Et du coup, ils ont, et je pense, c'est dans beaucoup de pays où c'est le cas, mais ils ont juste une profonde bienveillance en fait en eux. Ah, mais et simplement, ils arrivent, ils ont un énorme sourire et c'est vraiment, t'es le bienvenu chez eux. Ouais, et puis encore plus, je me rappelle des stories que t'avais partagées au Kyrgyzstan justement où il y avait des enfants et voilà, le fait en plus que t'aies un appareil photo, que tu es photographe. Il y a ce rapport aussi à l'image. Ils ont pas forcément l'habitude de se voir en photo aussi. Ah, c'est parce que je me rappelle dans tes stories, c'est vraiment dans les plaines, c'est très très éloigné des villes. Et donc voilà, ça crée ce genre de moment magique, j'imagine, que t'as vécu là-bas, quoi. Et c'est finalement de base ce spot-là, c'était pour aller voir un lac en altitude. Ouais. Et en fait, donc il y a un point de chute qui est un petit peu plus bas, et en fait où il y a quelques familles qui tiennent des, j'ai perdu le mot. Pour les petites cabanes, je sais plus comment on appelle ça. Des yourtes. Les yourtes, exactement. Et en fait, finalement, ce moment que j'ai pu vivre avec la famille, et avec les enfants notamment, en fait, était plus passionnant et j'ai pris beaucoup plus de plaisir en fait à passer du temps avec eux que finalement le lac en lui-même que je devais aller voir. Donc le lac était très cool, hein, je dis pas le contraire. Moi, j'ai fait mes petites images, j'ai passé un très bon moment là-bas. C'est un tout. C'est le tout. C'est le trajet, la rencontre. Et la finalité, le lac, le tout a fait que ce moment est... C'est exactement ça. Et en fait, moi, je trouve que souvent, les gens font la belle aventure, en fait. Et c'est pour ça que je parle souvent aussi avec des gens en voyage. Oui. Parce que, voilà, c'est la plus belle chose que tu puisses faire, c'est partager un beau moment avec quelqu'un. Complètement. Et que donc, si t'as pas quelqu'un, tu partages avec les gens qui sont déjà sur place, finalement. Et pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, complètement. Alors, moi, j'ai juste, je me rappelle, ça me fait penser c'est autre chose, c'est pas du paysage, c'était à New York où justement, moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est me perdre. Oui. Et tu te perds et tu vas rencontrer, tu vois des scènes de vie, tu vas rencontrer des gens, tu demandes à quelqu'un, en plus les New-Yorkais, enfin, en tout cas, par expérience,
Les New-Yorkais sont adorables. Juste, tu regardes un panneau, il y a des gens, il y a 3 personnes qui viennent te voir pour te dire vous avez besoin d'aide, que ce soit un homme d'affaires, un petit gamin en BMX et tout. Enfin, c'est assez hallucinant. D'accord. Et je me rappelle voilà de rencontres comme ça qui n'étaient pas prévues. Et au final, voilà, c'est des souvenirs incroyables, quoi. Oui. Non, j'ai jamais fait New York, mais rien que pour ça, tu me donnes envie d'y aller, tu vois. Ah, je te conseille. Faudrait qu'on fasse alors peut-être pas New York, mais un road trip. Mais faudrait qu'on fasse un road trip ensemble. Ouais. T'as fait beaucoup de voyages. Ça serait quoi pour toi là le voyage que tu considérais comme le plus beau voyage que tu as fait pour l'instant? Oui, c'est compliqué parce que c'est des expériences différentes. Hein, exactement. Bah encore une fois, pour revenir sur mon voyage en Amérique latine, je pense que ça a été c'est mon voyage de cœur. Ah, c'est celui qui t'a ouvert à ce que tu es maintenant. Comme je disais tout à l'heure, hein, je suis revenu de là, j'étais quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Donc ça a été vraiment voilà, et encore une fois 6 ans plus tard, je suis encore là en train d'en parler. Enfin, je pourrais en parler des heures de ce voyage-là tellement c'était fou. Alors tu parles de l'Amérique latine, mais c'est quand même beaucoup de pays. Oui. T'as eu une préférence quand même? Encore une fois, ta question est extrêmement dure parce que chaque pays est différent. Tu te débrouilles, tu me réponds, okay. Je veux une destination précise. Alors, est-ce que j'ai le droit de t'en dire 2? Ouais, allez, okay. Je t'en accorde 2. Le premier, c'est le Pérou, parce que en fait, un de mes rêves dans ma vie, c'était de voir le Machu Picchu. Et du coup, j'ai commencé mon voyage par le Pérou. Je suis allé notamment au Machu Picchu, donc déjà, c'est une grosse claque. Et puis, ça doit être impressionnant. Le Pérou, en termes de moi qui suis passionné de montagne, bah, autant dire que t'as des très belles randos à faire là-bas. Et puis, bref, j'ai pris une énorme claque visuelle en termes de paysages. Les Péruviens aussi ont une très grosse culture historique aussi, et ne serait-ce aussi culinaire. Donc, dans le sens, c'est un pays qui est très riche, exactement. Donc, je dirais que le Pérou, ça a été vraiment quelque chose. Et le deuxième, je dirais que c'est le Costa Rica. Dans le sens où en arrivant, alors pour te dire, j'ai fait Pérou, Bolivie, Colombie, et après je suis allé au Costa Rica. Donc dans le sens, j'avais quand même un peu de vécu en termes de voyage avant d'arriver au Costa Rica. J'avais déjà vu des choses de fou. Mais le Costa Rica, j'y suis resté 3 semaines. Et sur ma première rando, qui est pour aller voir la cascade de La Fortuna, alors bon, ça coûte très cher le Costa Rica, ça coûtait 20 € l'entrée pour aller voir une cascade. En arrivant, j'étais là, oula, c'est plus cher que l'Islande. Ah ouais, ou c'est à peu près similaire, je sais pas, mais en tout cas c'est extrêmement cher pour les autres pays en Amérique latine, du moins. Et bref, en fait j'ai pris devant cette cascade là qui était vraiment une cascade un peu, tu vois, au Pérou j'en ai vu une qui est la 4e chute la plus haute du monde, qui fait 771 mètres de haut, donc vraiment c'est un monstre. Incroyable. Et bah là la Fortuna elle fait 20 mètres de haut, tu vois, elle est vraiment et tu payes 20 €, c'est 1 € par mètre d'eau. Exactement. Et au final, j'ai pris une énorme claque dans le sens où tout était vert, tout était humide, etc. Enfin, tu vois, la lumière se reflétait dans les feuilles, etc. Et bref, t'entendais les bruits des animaux, tu regardais à droite. Tu t'es retrouvé dans Jurassic Park. Mec, c'est exactement ça. C'est ça. Et en fait, pour te dire, pour aller un petit peu plus loin, j'ai eu une larme à l'œil à ce moment-là, en me disant, Nico, là, t'as la moitié de ton voyage, ce que t'es en train de vivre, c'est incroyable. Et en fait, c'est là le Costa Rica où pareil, je l'ai dans le cœur. Dans le sens où j'ai pris vraiment une énorme gifle dans la tête de ok, la nature c'est ça en fait. C'est genre là tu sens que la terre elle vit et cette idée là m'a jamais quitté. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup refaire le Costa Rica parce que vraiment j'ai pris plein les yeux là-bas et c'était vraiment fou quoi. Ouais mais tu vois ça c'est la nature que moi j'aime pas. Tu dis la nature elle vit trop, il y a trop de bêtes. T'aimes pas les insectes? Il y a trop d'araignées. Bah en vrai j'avoue j'ai un peu du mal là-dessus. Là en disant ça j'ai plus les souvenirs des singes dans les arbres ou ce genre de choses mais c'est vrai que j'ai vu des belles bêtes qui donnent pas trop envie. Pour le coup tu vois c'est vraiment le genre de voyage. On peut faire un road trip ensemble mais on choisira bien la destination parce que pas le Costa Rica. Le Costa Rica c'est mort. Pour moi ce genre de pays c'est impossible parce que tout ce qui est araignées, c'est vraiment les araignées. Hein. Les autres choses, je m'en fiche, mais les araignées, c'est pas possible. Ah, c'est pas ton truc. Ah, pas du tout. Ouais, après, c'est ça qui fait l'expérience du voyage aussi, tu vois, un peu de frisson. Ouais, mais non, on peut frissonner autrement. Il y a pas de. T'as déjà raconté pas mal de petites anecdotes. Il y en a une qui revient comme ça, une anecdote de voyage qui t'a marqué. Ça peut être un bivouac ou ça peut être une rando, ça peut être. Alors j'en ai beaucoup honnêtement. Est-ce que t'as un thème en particulier que? Non. C'est là je te dis. T'as une anecdote de voyage, premier truc qui te vient par la tête. Ok, alors premier truc qui vient par la tête, je pense que c'était mon intoxication alimentaire au Pérou. Ok. Où j'ai eu le malheur à Huanchaco dans le nord du Pérou, qui est une sorte de station un peu balnéaire où tu peux surfer, etc. Donc moi je me suis dit c'est cool, on peut surfer, il y a la mer, on va manger du poisson là-bas. Mauvaise idée. Et j'ai eu le malheur de manger des pâtes aux fruits de mer. Et en fait, donc je les ai mangés. Et ce qui se fait beaucoup en Amérique latine et notamment en Pérou et en Bolivie, c'est de prendre des bus de nuit en fait qui sont ultra calés. Tu dors trop bien dedans, ils sont inclinables, etc. Bref. Ouais.
Et en fait, on faisait souvent du coup bus de nuit pour ne pas payer du coup une nuit d'hôtel, et en même temps tu fais ton trajet et du coup tu te réveilles et bah t'es déjà sur place le lendemain quoi. Ouais. Et en fait mon intoxication alimentaire s'est réveillée en plein milieu du trajet. Le trajet durait 16 heures de bus. Ouah, la vache. Et en fait j'ai passé, j'ai pas allé dans les détails, mais j'ai passé toute la soirée en fait adossé au niveau des toilettes à aller me vider. Voilà, comme ça pouvait. Après j'ai manqué de papier, enfin bref c'est parti dans voilà, c'était vraiment l'enfer. Et après je suis resté environ 4 jours je crois en mode cloué dans un lit, je pouvais plus bouger. Je sais pas combien de kilos j'ai perdu. C'est violent. C'était horrible. Et encore aujourd'hui, donc soit 7 ans plus tard, 6 ans pardon, je peux toujours plus manger des crevettes ou ouais c'est vrai, alors qu'en plus j'adore ça, donc je suis un peu deg. C'est bien, ça te permet de refaire ton voyage. Ça, je revis cette expérience et une crevette et hop, je me retrouve au Pérou. Exactement. Et du coup ouais, je dirais que c'était de ça l'anecdote la plus marquante, où vraiment c'était l'enfer. Et donc ne testez pas les fruits de mer à Huanchaco, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà. C'est un petit conseil de Nick. On va parler Instagram. Avec plaisir. On va parler Instagram. Tu y es depuis combien de temps sur Instagram ? J'y étais peut-être 1 an avant de partir en Amérique latine, donc peut-être courant 2017. Ok. Et après, t'as tout archivé. Et après j'ai tout archivé. Et ensuite, on est parti. Est-ce que ça, c'est évidemment, en tant que photographe, vidéaste, et en tout cas créateur sur un réseau social, est-ce que pour toi, c'est important, les chiffres, les stats, tout ce qui est like, nombre de followers, est-ce que ça compte pour toi ? Est-ce que ça joue aussi sur ta manière de créer ? Alors, au début, sans te mentir, oui, forcément, parce que ne serait-ce que question de reconnaissance, déjà, ça fait toujours plaisir de balancer une photo et de voir qu'elle est très bien reçue. Bien sûr. Et surtout aussi, une photo qui marche bien, c'est une photo souvent qui est diffusée, donc toi, ça te permet aussi de te développer, et notamment quand t'es en freelance et que t'as besoin de toucher des nouveaux clients, donc forcément, c'est un plus. Ensuite, plus le temps passe et moins je fais attention à ça. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, on en parle beaucoup depuis qu'on se connaît de ça, de ton évolution, de ta façon de voir Instagram. Bah, c'est vrai que comme tu disais, on a beaucoup de points en commun, et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, le feeling est très bien passé tout de suite. Et en fait, c'est vrai que je trouve que t'as une sagesse d'esprit par rapport à tout ça qui, moi, j'admire, entre guillemets. Et c'est vrai qu'en fait, plus le temps passait, donc j'avais déjà forcément cette idée-là en tête, et je me suis dit, oui, c'est vrai que Vincent, il a raison, quoi. Enfin, on s'en fout des chiffres, faisons ce qui nous plaît, quoi. Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai cette vision-là, un peu détachée d'Instagram, aussi pourquoi, c'est que je ne vis pas de la photo. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a un groupe de photographes, et on discute, on échange souvent entre nous, et beaucoup sont en freelance en tant que photographe. Et moi, en tout cas, la vision que j'ai, c'est purement Instagram. Pour moi, c'est un portfolio, c'est montrer ce que je fais, ce que j'aime faire, mais ça va pas influer sur mon business, sur voilà, de la rentrée d'argent, etc. Après, je peux comprendre que pour des créateurs vraiment qui vivent de la photo, ce soit important quand même les stats, les chiffres, parce que voilà, comme tu disais, ça peut faire aussi venir des clients. Et là où justement c'est dangereux, c'est de pas rentrer dans cette addiction. C'est, je pense, important d'en parler parce que actuellement on le voit, il y a beaucoup de jeunes photographes qui veulent se lancer, qui hésitent, qui abandonnent parce que justement il n'y a pas les chiffres, il n'y a pas de likes, ils montent pas en followers. Mais c'est pas ça aussi qui fait, en tout cas quand on débute, c'est pas ça qui fait que on doit s'empêcher de créer. Exactement. Et c'est là-dessus, j'aimerais bien rebondir justement sur ce que tu dis, où c'est par rapport justement aux chiffres, où moi j'ai pris la décision il y a quelques temps maintenant, c'est de cacher tous mes chiffres. Oui, voilà. Parce que en fait, à une certaine époque, j'avais tendance à comparer ce que moi j'avais par rapport à ce que d'autres avaient. Par exemple, j'avais posté, au bout d'1 heure, je voyais ce que j'avais. J'allais voir si quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Et qui a posté en même temps lui, que il toi. a plus, etc. Ou elle a plus. Et du coup, là-dessus, j'ai décidé de tout stopper pour aussi bien moi-même dire bon bah on oublie, on s'en fout des chiffres, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que tu produis. Bien sûr. Et au-delà de ça, c'est aussi pour que les gens ne se comparent plus à moi, par exemple. Oui. Alors que pour le coup, j'ai des posts qui ont extrêmement bien marché depuis, mais c'est pas grave, on les laisse cachés. Et puis les gens vont pas se dire, ah bah tiens, Nico, il a fait tant de likes là-dessus. Ah vas-y, c'est pas bien, c'est que moi, mon taf, il est nul, etc. Et je trouve que voilà, moi, si ça, dans un monde parfait, moi, j'aimerais bien qu'Instagram retire tout ce qui est les chiffres. Donc, c'est-à-dire. Même le nombre de followers. Exactement. Ah, moi, je suis pour. Et c'est notamment pour les marques aussi. Beaucoup de marques, malheureusement, regardent avant tout le nombre d'abonnés plutôt que la production qui est créée. Et justement. Et moi, j'aimerais bien que s'il y a plus du tout de nombre d'abonnés, les gens vont se dire, OK, on va les chercher parce qu'on a besoin de vidéos, par exemple. Ils vont tomber sur un profil. Ils savent pas le nombre d'abos, mais ils voient juste que le mec, il fait un taf de ouf, mais il a 200 abos. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, s'ils ont besoin juste de contenu, c'est très bien. Donc, ils vont choisir, le photographe ou le vidéaste en fonction de la qualité de son travail plutôt que
l'influence qu'il peut avoir. C'est exactement ça. Et c'est là-dessus où, justement, pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, c'est là où, pour moi, les chiffres sont importants quand tu es créateur de contenu. Oui. Lié uniquement aux réseaux sociaux. Et inverse. Donc c'est pour ça que moi, disons qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie photographe, vidéaste, et t'as la catégorie influenceur, entre guillemets. Oui. Et en fait, moi, plus le temps passe, et plus j'ai compris en fait avec le temps, parce que je mettais énormément d'énergie dans Instagram, mais ce qui me rapportait finalement peu d'argent. Oui. Donc c'est là-dessus où aujourd'hui j'ai complètement retiré l'étiquette influenceur de mon profil pour me tourner beaucoup plus vers le côté créateur pur, donc c'est-à-dire vidéaste, photographe. Et en fait, finalement, les chiffres importent peu parce que je vends pas de l'influence finalement, je vends vraiment du produit en fait. Ouais, complètement. Et après, on en a déjà discuté aussi entre photographes, mais il y a ce côté, c'est un réseau social. Qu'est-ce qui empêcherait un jour les créateurs, en tout cas ceux qui tiennent Instagram, d'appuyer sur le bouton off? Exactement. Et qu'est-ce qui va en rester de ça? Les personnes qui sont, comme tu disais, un peu le terme influenceur, vont plus avoir ce réseau social, vont se retrouver vraiment en difficulté parce que c'est via Instagram qu'ils ont des opportunités, en tout cas du travail et de la rentrée d'argent. Là où justement, toi, tu as réussi à te divertir aussi, à pas proposer que de la photo. En tout cas, sur Instagram, tu proposes de la photo paysage, mais au niveau business, c'est pas du tu tout fais autre chose, c'est pas le paysage qui te... Exactement. Alors, parfois, si, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qui paye mes factures. Ah, tu fais d'autres choses. C'est ça. Que je mets pas du tout en avant sur mon réseau social, parce que comme tu l'as dit, moi, c'est un portfolio, donc je fais ce qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est pas de montrer ma vie ou ce que je fais en dehors, c'est vraiment mes voyages et mes paysages. Inversement, le reste du temps, je préfère finalement bâtir quelque chose en dehors des réseaux sociaux, parce que comme tu dis, si un jour quelqu'un clique sur le bouton stop, en fait ça va être dur de rebondir sur ça, quoi. Surtout alors là on enregistre le podcast on est fin janvier, on a bien vu aux États-Unis ce qui s'est passé avec TikTok, bien sûr. Et t'as beaucoup de créateurs de contenu qui se sont retrouvés en mode ah mince, ok, mais comment je vais faire moi ensuite? Et c'est ça le truc. Donc, du coup voilà, et c'est vrai que moi quand j'avais dit ça, il y a des personnes qui étaient un peu en mode non, ça arrivera pas. Oui, mais en fait regardez quand même ce qui vient de se passer avec TikTok. Bon, c'était extrême, mais on se dit ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri. On n'est pas à l'abri, donc voilà. C'est après les réseaux sociaux, c'est quand même c'est un thème. C'est un thème. On pourra en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses. Oui, c'est pour ça. Je pense que je ferai un podcast spécial là-dessus. Comment tu vois toi justement l'évolution d'Instagram? Il y a eu des changements là dernièrement. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Le feed plus en carré. Alors ça, moi j'aime bien. Moi j'adore. Moi j'adore. Aussi, je trouve que en fait on profite. Alors moi, pour te dire, qui fait comme toi, beaucoup attention à mon feed. Il y a l'harmonie globale. Je m'arrangeais pour que le carré soit parfaitement, que la montagne ne soit pas coupée, ce genre de choses. Et là, le fait que la photo soit complète, presque entière. Ok, super, je la balance telle quelle et puis on se prend pas la tête. Et aussi au tout début, quand la vidéo, notamment, on va dire format TikTok, a commencé à arriver sur Instagram. Moi, j'ai eu un peu du mal au début parce que je faisais pas du tout de vidéos à l'époque. Et en fait, je trouve que c'était un peu de la surconsommation où en fait on cherchait à faire des vidéos très trendy, histoire de toucher un max de monde, mais peu importe le contenu tant que c'est la musique du moment et voilà. Oui, la fameuse musique saxo là. Ah, quel enfer. On l'a entendu et réentendu. Ou I'm a photographer. Et bref, et c'est ça, j'avoue, j'ai eu un moment un espèce de un peu de déconnexion, un espèce de ras-le-bol, et je pense que c'est ça aussi qui a contribué au fait de OK Nico, arrête de te prendre la tête sur Instagram et va plutôt chercher de vrais clients dans la rue. Enfin bref, construis ton business. Je t'ai tout de suite imaginé dans une rue avec plein de passants. Bonjour, j'ai un appareil photo, monsieur, je peux travailler pour vous. Mais voilà, je pense que c'est ça aussi qui a créé la profonde déconnexion au moment que j'ai eu, qui m'a permis de bâtir après mon petit réseautage derrière, en dehors de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, avec du recul, et en fait maintenant que je me suis un peu plus penché vidéo aussi, en fait là je trouve qu'Instagram est très bien en fait. Moi il y a juste encore une fois peut-être le côté parfois de frustration, forcément des chiffres, ça arrive. Ce serait mentir que de dire que quand t'as passé... Ouais, c'est ça, mais je suis d'accord aussi, hein, c'est pas tant en fait les likes ou le nombre d'abonnés, c'est plus ce qu'on appelle sur Instagram dans les statistiques les impressions. Oui. C'est-à-dire le nombre de personnes qu'on touche. Exactement. Donc la visibilité. Et c'est vrai que ça, c'est plus ça, en tout cas, moi, c'est ce que je pense que t'es pareil, c'est plus ça où on a quand même envie qu'un maximum de gens voient ce qu'on propose, qui mettent des likes ou pas des likes, ou qui nous suivent ou pas, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fiche un petit peu.
mais voilà, que ce soit au maximum partagé, quoi. C'est ça. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que t'as l'impression que Instagram nous enlève toujours un petit peu plus de possibilités au fur et à mesure. Dans le sens, si je prends mon compte il y a 3 ans, 4 ans, je faisais 10 fois plus de vues qu'aujourd'hui. Donc en fait, t'as toujours le côté un peu frustration de te dire, ok, tu passes de plus en plus de temps sur Instagram, parce que là maintenant je monte des vidéos, donc du coup c'est plus de temps, c'est de l'investissement, et etc. on a de moins en moins de visibilité. Ouais. Mais en fait, enfin, tu vois, c'est tu mets 2 fois plus d'énergie pour 2 fois moins de résultats. Ouais. Et c'est là-dessus où je trouve ça dommage. Mais après, encore une fois, aujourd'hui, je le fais pour moi. C'est pour pour les ça gens qu'il qui faut me s'en suivent. détacher un petit Et peu. puis voilà, exactement. Ouais, comme tu disais, on en parlait même aussi avant d'enregistrer. Il y a ta communauté aussi, il y a des personnes qui te suivent assidûment, qui ont mis les notifications pour voir tes posts et exactement, tout ça, et pouvoir commenter et mettre un like parce qu'ils aiment ce que tu fais. Et ça, c'est ce que tu disais, c'est que ne serait-ce que par respect pour eux, c'est exactement ça. Tu as envie de continuer, même s'il y a moins de visibilité, parce que il y a des gens qui aiment regarder ce que tu proposes. Ouais. Quoi. Quand il y a eu une grosse baisse de la visibilité sur Instagram, il y en a beaucoup qui avaient par exemple 10 ou 12 000 abonnés, qui disaient bon, je touche plus personne, à quoi bon poster, j'arrête de poster pendant un temps. Et en fait, je trouve ça un peu bête de finalement bâtir quelque chose, bâtir une communauté, que les gens te suivent pour ce que tu es, et en fait leur tourner le dos en mode ah bah non, en fait je fais ça pour les stats, donc au revoir. Et je trouve que ça pas cool. Et en fait, pour moi, Instagram étant un réseau social, la priorité, c'est d'être social avec les gens. C'est pour ça que je réponds à tout le monde, que ce soit mes commentaires ou que ce soit les messages que je reçois en privé. Et parce que en fait, le but, c'est d'être sympa, de découvrir des gens. Et puis, c'est là-dessus aussi, je remercie énormément Instagram. C'est que j'ai découvert des gens là-bas, bah notamment toi d'une certaine façon. Mais aussi les potes avec qui j'ai l'habitude de partir, qui sont aujourd'hui des collègues de voyage, des collègues dans la vie aussi, parce qu'on fait des prestats ensemble, mais aussi des collègues avec qui je suis très heureux de prendre un verre, et c'est des amis quoi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et donc merci Insta finalement. Il y a aussi l'échange de travail, c'est ça. C'est il y en a un qui est pas dispo, bah tiens, c'est ça. Proposer à mon pote photographe, vidéaste qui sait le faire aussi. Exactement. C'est un échange quoi. Et donc, c'est là-dessus où je trouve que c'est pour moi la vraie force d'Instagram, c'est son côté social en fait. Et c'est pour ça qu'il faut à mon sens ne jamais le perdre, parce que si on perd ça, bah il reste plus que de la frustration sur des chiffres ou ce genre de choses, et je trouverais ça dommage. C'est le réseau social. Exactement. Voilà, c'est le terme en fait. Voilà. C'est tout simplement. Et c'est drôle parce que tu parlais des gens qui disent ouais moi j'ai pas beaucoup de visibilité, j'ai envie d'arrêter, alors qu'il a 10 000 personnes. En fait, moi je le compare, pour finir sur ce thème-là, je le compare comme si tu avais une exposition. C'est-à-dire toutes tes photos sur Instagram, c'est comme si tu les avais toutes imprimées, que tu les avais affichées dans une expo, dans une salle des fêtes. Oui. Et que t'as fini le jeu. Non, et puis c'est surtout t'as 10 personnes qui vont rentrer pour voir ton expo. C'est quoi le problème? Tu vas pas être content qu'il y ait 10 personnes? Ouais, c'est non, bien, faut les respecter ces 10 personnes, elles sont rentrées, elles sont en train de regarder ton travail. De fou. Donc oui, peut-être que tu t'attendais à ce qu'il y ait 1000 personnes dans ton expo. Bah il y a pas les 1000, il y en a 10. Bah les 10 on les respecte et on va leur parler, et puis et souvent les 10 personnes c'est les plus impliquées dans ton travail, etc. Et du coup c'est comme je disais encore une fois tout à l'heure, mais vraiment par respect en fait. Moi ça me fait plaisir de savoir que cette personne-là va voir même mon petit post du jour et va commenter, va être très content ou contente, parce que ça va la faire voyager depuis son canapé, et moi, ça n'a pas de prix quoi. Carrément. En termes d'inspiration, c'est quoi qui t'inspire au quotidien là, quand tu prends des photos, même ta façon d'éditer, surtout ta façon d'éditer? Alors ça peut être musique, ça peut être littérature, ça peut être c'est quoi tes inspirations? Alors la musique énormément. Ouais. Forcément, je suis un grand passionné de musique, et notamment et en fait ça va rejoindre aussi le côté psychologie, mais je suis quelqu'un de très sensible, et j'adore la mélancolie, la nostalgie, ce genre de choses. C'est vraiment c'est mon truc. J'aime mettre des musiques tristes dans mes oreilles. En fait, c'est ça souvent qui m'inspire le plus. Donc généralement mes photos de voyage, je les retouche au retour. Je les retouche pas sur place. Okay. Et en fait, souvent naturellement, j'ai cette nostalgie de revoir mes photos quelques jours après ou quelques semaines après, et me dire ah ouais, c'est vrai que c'était cool. Oh là là, j'étais bien. Là, je suis dans ma routine chez moi. Je dois reprendre le boulot et tout, c'est chiant. Donc j'ai toute cette nostalgie qui m'anime. En plus de ça, je rajoute de la musique. Et en fait, c'est ça en fait. C'est je vais justement au niveau de mon style. Bon, je pense que t'as dû le remarquer, mais c'est très désaturé, c'est un peu dark, c'est un peu triste aussi. Et c'est là-dessus. Il y a un côté mélancolique, et avec les musiques justement un peu douces comme ça, et puis surtout avec tes prises de vue, je trouve, il y a un côté un peu planant. C'est-à-dire, tu regardes, et puis tu regardes la photo, t'as la musique, t'as un peu l'impression d'y être, t'as beaucoup de photos prises en drone aussi, donc un peu voilà des plans très larges vus de haut, tout ça, t'as un peu l'impression de voler, de flotter. Exactement. Tu vois, c'est moi il y a un groupe notamment que j'aime beaucoup qui est Radiohead, où en fait je trouve que c'est un juste milieu entre de la tristesse mais du
de l'optimisme en fait. Ouais. Et souvent, tu vois, tu sais, quand t'écoutes une musique de Radiohead pour ne citer que, j'adore ce genre de musique où en fait tu sais pas si à la fin t'es triste ou si t'as envie de te lever et d'être ultra joyeux parce que ça t'a mis dans un bon mood. Ouais, et en fait, c'est un peu ce que j'essaie avec mes photos, c'est qu'elles se soient à la fois tristes mais à la fois qu'il y ait un côté de oh j'ai envie d'aller voir ce spot, ça avait l'air trop stylé parce que enfin on va ressentir des choses et tout. Et c'est un peu ça. Encore une fois, c'est une manière d'expression. Ah oui. Et ouais, c'est ce que je cherche à faire, à retranscrire du moins. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo? Voyager. Alors déjà, ce serait voyager, ne serait-ce que en fait en voyage, souvent t'es obligé de faire preuve d'adaptabilité en fonction des conditions, du contexte, de la lumière, etc. Donc en fait t'es obligé d'apprendre à servir de ton boîtier d'une certaine façon. Ensuite tu vois une multitude de choses, donc ça te permet de aussi bien si t'es en voyage avec quelqu'un de prendre cette personne en face d'un paysage, on va faire un petit peu de portrait, tu vois par exemple. Un animal, on va essayer de faire plus un peu animalier, on va se poser. Enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment une multitude de domaines qui permettent, que le voyage permet finalement d'assimiler au fur et à mesure. Donc ce que tu dis, c'est en tout cas dans une première approche d'essayer de se diversifier. Oui, en fait parce que alors pour ma propre expérience, après je veux pas en faire du tout une vérité générale, mais dans le sens moi donc j'ai commencé par le paysage, mais en fait au fur et à mesure j'ai commencé à avancer à tatillon et tester un peu de tout en fait. Et je trouve que c'est en testant tout que tu sais finalement ce que tu as envie de faire. Ouais, complètement. Et du coup c'est là-dessus où je trouve que plus tu te confrontes à différentes situations, plus tu vas savoir au fur et à mesure ce que t'aimes faire, ce que t'aimes moins. Et en fait, bref, et bien entendu, ça te fait aussi travailler sur l'aspect technique, du coup, parce que tu sais jamais à quoi tu vas être confronté. Dans un premier temps, ce serait ça. Dans un deuxième temps, je dirais, alors dans le cas de la photographie pro, du coup, donc qui est un petit peu en dehors des réseaux sociaux, voilà. Ce serait de se faire un réseau, donc ça passe par un très bon site internet qui est bien référencé sur Google notamment, pour être sûr d'être visible, parce que si t'es pas visible, tu peux faire les meilleures photos du monde, personne ne verra. Personne verra, ouais. C'est exactement ça. Donc voilà, de penser vraiment au réseautage, Google, notamment, beau site internet, et ensuite de se faire plaisir, parce que à quoi bon finalement faire des photos pour faire de l'argent si on fait un truc qu'on n'aime pas? Je considère qu'il y a aucun intérêt. Et personnellement, je préfère faire peut-être des mois un peu moins fructueux, mais d'avoir du temps libre pour faire ce que je kiffe tous les jours, que de m'efforcer à faire beaucoup d'argent dans des choses que j'aime un peu moins. Donc bref, au moins essayer de se chercher, de se trouver. En fait, je pense que c'est la priorité. C'est de manière générale, en fait, c'est de tester des choses, exactement, de tenter. Parce que ça peut être tenter à démarcher des clients et tenter de proposer des choses en photo pour apprendre. C'est exactement ça. En fait, c'est savoir prendre les opportunités qui se présentent à soi et savoir les créer aussi. Dans le sens où... c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que les opportunités, ce qu'on appelle la chance, il y a beaucoup qui disent ah mais t'as de la chance. Non, la chance ça se provoque. Ça, oui, exactement. Et il faut se forcer aussi de temps en temps, et il faut se mettre un petit coup de pied au derrière, comme on dit, et pour se booster et puis faire les choses. C'est exactement ça. Donc pour ça, en vrai, le meilleur conseil qui pour moi puisse être, c'est de vraiment prendre son appareil photo et de oser et sortir. C'est à peu près tout. Même si c'est sortir dans un parc, peu importe, tant que tu fais de la photo, que tu expérimentes en fait. Et après, sur le côté vraiment de oser, de envoyer des messages, tester. Personnellement, par exemple, que ce soit les plus belles collaborations que je l'ai eues, c'est passé par un message que j'ai moi-même envoyé. Et au final, sur un malentendu, ça passe, hein. On arrive au bon moment, en mode, c'est super. Et pareil pour des prestations pro, finalement, ou que je puisse avoir, comme l'office du tourisme de ma région pour qui je travaille. Eux, pareil, je leur ai envoyé un message au début quand j'étais en photo, en 2022. Et ils m'ont dit, écoutez, pourquoi pas, on va se rencontrer. Le feeling est bien passé. Et aujourd'hui, ça va faire 1 an que je bosse pour eux sur toutes les missions photo et vidéo. C'est cool, quoi. Ouais, comme quoi, même quand on démarche, même si, faut pas forcément s'attendre à ce que le contrat ou le travail se fasse tout de suite, une semaine après le mail. Oui, c'est ça. Bien sûr. Tu peux envoyer un mail et ça va prendre 1 an. Ouais. Et au bout d'1 an, ils vont quand même te recontacter et retravailler potentiellement avec toi. Donc, faut pas avoir peur d'échouer. Faut pas avoir peur de j'ai pas eu de réponse tout de suite, donc je vais jamais bosser avec eux. C'est foutu. Peut-être que ça peut arriver, quoi. C'est exactement ça. Moi, je vois le réseautage un peu comme une grande toile d'araignée. Plus ta toile d'araignée, elle est grande. Araignées. Ouais, pardon, excuse-moi. Pas possible. Je vais rester sur cet exemple, mais. Une ruche. Prends une ruche. Plus ta ruche, elle est grande. Ouais, mais du coup, ça marche pas. Vas-y, on va prendre l'araignée. On prend la toile d'araignée. Du coup, juste la toile d'araignée. Au final, plus la toile d'araignée, elle est large, plus les gens peuvent se prendre les pieds dedans. Tu vois, moi, je vois ça comme ça. Si t'as que un site internet, donc une petite toile d'araignée, ok, c'est bien. Mais si t'as pas à côté, un LinkedIn, un Instagram, un TikTok, un genre de choses, ou même que t'envoies des mails gens proches de chez toi, etc. En fait, t'es limité en termes de visibilité, donc t'as moins de chances finalement d'être vu, en fait, simplement. Complètement. Mais tu vois, moi, je veux pas me prendre les pieds dans la toile d'araignée. C'est pour ça que je te rassure. Je vis pas de la photo. Je te montrerai des photos du Costa Rica juste après. Non, merci. Pour terminer, on va faire un petit jeu que je fais à chaque fois.
Le but, ça va être de compléter et de finir ma phrase. Ton moment préféré de la journée pour shooter, c'est... Le matin, je pense. Lever de soleil. Ouais. Parce que... Il y a vraiment deux écoles. Il faut expliquer hein, ou faut juste donner un mot, du coup? Non, tu peux étayer un petit peu. Ok. Alors, je dirais le lever de soleil parce que, contrairement au coucher de soleil, il y a souvent moins de monde qui se lève le matin. Et Oui. du coup, C'est t'es vrai. souvent seul, en fait. Bon, t'as Ouais. un peu les yeux fatigués ou ce genre de choses, mais je trouve qu'il y a un côté apaisant et calme Mhm. que le coucher de soleil n'a pas forcément. Ouais. Et C'est du vrai. coup, j'aime bien. Si tu devais choisir shooter au drone ou avec ton appareil photo, Appareil photo. le voyage que tu rêves de faire. J'en ai 3. Vas-y, je te Allez. donne les 3. Ok. Hawaï, Ok. Pakistan et Népal. Ok. La photo goal ultime, pour toi, ce serait quoi? Bah, à une époque, c'était la photo du Machu Picchu, mais je l'ai. Déjà ça, Du voilà, coup, voilà, coché. c'est coché. Après, en vrai, c'est bête à dire, hein, mais j'avais aussi le volcan en éruption et je l'ai eu Et en bim, Islande. coché, recoché. Tu me poses une colle, là. Ouais, je pense une photo de l'Everest, quand même. Ouais. Une petite silhouette humaine. Face Face à l'Everest, Ouais. je pense que... Dormir plusieurs nuits dans une voiture, c'est... drôle. C'est marrant. Ouais, bon, on l'a déjà fait tous les deux. Ouais, déjà fait tous les deux. Euh, C'est marrant, il faut le faire au moins une fois, je pense. Enfin, quand je dis on l'a fait tous les deux, Oui. pas dans la même voiture. Malheureusement. Chacun de son côté. Dans 10 ans, tu seras... J'en sais rien. Je projette assez peu ma vie en vrai, de vrai. Ouais. Ouais, j'aimerais juste être bien épanoui professionnellement, personnellement. Mais où je serais, je pense en vadrouille. Ok. Et c'est quoi, là, tes objectifs à court terme, là, pour les 2-3 années à venir? Honnêtement, j'en ai pas tant que ça, des objectifs. Je suis quelqu'un de très simple. Donc, pour moi, ce serait de continuer à voyager un maximum. J'aimerais bien me focus beaucoup sur la vidéo. Ok. Parce que ça, je commence petit à petit, mais j'ai pas encore suffisamment de confiance en ce que je propose pour, T'as besoin de t'exercer encore Ouais. et pour te permettre, en tout C'est cas, ça. on parle des fois de légitimité. Exactement. Un Tu peu le te sens pas syndrome encore de l'imposteur, ouais, ouais, c'est dans ça, tu te l'idée, sens ouais. pas encore légitime à proposer des C'est prestations. exactement ça. C'est un peu comme la photo où finalement ça a pris quand même pas mal de temps avant Oui. que je sois 100% confiant en ce que je propose. Mhm. Encore une fois, je le suis pas totalement, mais du moins je teste, on va dire. Ouais. Inversement, la vidéo, ouais, je trouve ça un peu plus technique et je trouve que voilà, il faut que je me focus un petit peu plus. Donc j'espère que d'ici quelques temps, je pourrai justifier réellement et pleinement l'étiquette photographe vidéaste. Ok, bah ce podcast touche à sa fin. Déjà. Ouais, déjà. Je sens que t'as envie de Ouais, continuer on va à éteindre les continuer. micros et on va continuer. Mais sans- bien sûr, on va continuer en off après. En tout cas, merci beaucoup Nick. Je suis très très content que tu aies accepté de faire un épisode de l'apéro podcast. Eh bien, merci à toi, c'est très agréable. Ouais, c'était très sympa. Les gens vont en savoir plus sur toi. Eh bien, oui. Donc ça, c'est cool. En tout cas, les personnes qui te suivent et celles qui ne te suivent pas encore, Oui. voilà, n'hésitez pas à suivre Nick sur Instagram. Donc, je rappelle, c'est Nick-MGE. Et nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Et sur mon compte Insta, Vince Temple, vous retrouverez les actualités pour les prochains podcasts à venir directement en story à la une. En attendant, je vous dis à très bientôt et bon apéro.